Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être toujours fidèles à notre programme. Bonjour à tous et en tout cas très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi et jeudi matin dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 avec en tout cas plusieurs invités, différentes thématiques pour relever bien sûr l'actualité du moment cette semaine. Nous allons beaucoup parler du sommeil aujourd'hui. Comment est-ce que donc durant ce mois de Ramadan, certaines personnes ont un sommeil perturbé à cause des horaires, le changement bien sûr des horaires et surtout la fatigue qui s'accumule à la fin bien sûr du mois, bien entendu. Eh bien, on aura une spécialiste en médecine donc du sommeil, un médecin du sommeil qui viendra nous parler bien entendu de ces troubles du sommeil. Elle sera là en tout début d'émission. Et bien sûr, nous allons également parler de ce concours international de la récitation du Coran. Ça se passe en ce moment même, ça a commencé le 5 et ça s'étalera jusqu'au 15, initié par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Eh bien, il y aura donc des participants et des candidats venus du monde entier pour participer à ce concours, un concours qui a pris ses marques depuis 15 ans déjà, depuis 2003 qu'il a été institutionnalisé. Eh bien, nous aurons le plaisir d'avoir un représentant du Centrafrique, qui sera notre invité pour nous parler de sa participation. On donnera tous les détails tout à l'heure avec lui sur le plateau. Nous allons revenir aussi sur la journée mondiale de l'environnement. C'était donc cette semaine, nous en avons parlé, mais il y a une opération qui a été donc lancée, qui va être lancée sur Alger et sur tous les marchés d'Alger, la distribution de 10 000 couffins en osier pour en tout cas contrecarrer ces sachets plastiques et essayer de les endiguer, essayer de donner ces bonnes habitudes, revenir aux bonnes vieilles habitudes du couffin, faire ses courses dans un panier en osier. Bien, on en dira plus également tout à l'heure sur notre plateau. Il y aura également un artiste on fera connaissance avec lui, on vous le présentera bien sûr. Il se produira le 8 juin à l'esplanade d'Ardis à partir de 22h et puis on découvrira bien sûr son univers musical. Eh bien, on terminera l'émission aussi avec Soraya Bouatba, elle qui est donc animatrice à la radio Chaîne 3. Elle reviendra donc cette année encore à travers leur opération, un enfant, un jouet, un sourire pour récolter donc des jouets pour les enfants malades, les enfants donc démunis. Cette opération qui aujourd'hui a pris aussi une longueur d'avance à travers ces différentes éditions qu'ils ont menées depuis le début avec plusieurs initiatives des personnes aussi de la radio, mais pas que, et aussi le Croissant Rouge algérien. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et sans plus tarder, on commence avec les nouvelles du ciel et la météo, présentée ce matin par Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien, donc il va faire beau aujourd'hui, ça va continuer. Il y a eu une petite pluie fine ce matin qui faisait glisser. Il y a eu des glissades ce matin. Il y a certaines personnes qui ont un petit peu glissé ce matin. Faut faire attention. Faut faire attention, exactement. Très bien, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Effectivement, ce début de matinée, entre des nuages bas plutôt denses, notamment sur le centre, avec quelques faibles pluies. Ça va s'améliorer cet après-midi avec de belles éclaircies. Sur le centre, un ciel dégagé sur la partie ouest, plutôt nuageux. À l'est du pays, avec des pluies parfois assez marquées. On notera une amélioration à partir de l'après-midi sur les régions sahariennes. Le ciel restera voilé avec quelques petits orages vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili et le Sahara oriental, du soleil sur le Nord Sahara, le Sahara central et la Saoura. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables avec sur la moitié nord 24 degrés à Alger, on entre 21 degrés à Tizi Ouzou, 23 degrés à Nabagalma, 24 à Batna, 34 degrés à Ghardaïa, 33 degrés à Béchar, 37 à Tindouf, 42 degrés à Adrar, 44 à Ain Salah et enfin 45 degrés à Borj Beji Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera toujours couvert avec des averses à Paris, Bordeaux, Marseille. On entrera des orages à Berne, un ciel plutôt nuageux à Dublin, ainsi qu'à Budapest, dégagé à Athènes, Rome, Varsovie, Berlin.
Côté Mercure, on notera 24 degrés à Londres, ainsi qu'à Paris, 23 à Bordeaux, 22 degrés à Marseille, Berne, 26 à Prague, 27 à Budapest et Bucarest, et enfin 33 degrés à Rome, ainsi qu'à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride, et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure pour d'autres rendez-vous avec la météo et bien sûr les nouvelles du ciel. On va commencer avec une belle musique et surtout des chants qui nous rappellent bien sûr les Dikr Lilah, Ahl Diwan. On se retrouve juste après. صبر
Voilà, de retour sur le plateau et comme je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler du sommeil, des troubles du sommeil durant ce mois sacré de Ramadan. Et c'est vrai, beaucoup de soirées, des nuits blanches peut-être pour certains. En tout cas, on va en savoir plus tout de suite avec notre médecin spécialiste du sommeil. Il s'agit de Latifa Latafi Mehala. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Sahar Ramadak. Là, on On a coutume de vous recevoir à chaque fois, en fait, chaque ramadan, et surtout pour parler des troubles du sommeil, quelquefois qui engendrent quelques autres pathologies. Oui. Donc, c'est un effet direct sur la santé. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis même sur la vie socio-économique, hein, de C'est ça. tout ce qui nous entoure, etc. Ça peut affecter tout notre environnement. Exactement. Alors, vous êtes à Bir Taraya, c'est ça, l'hôpital donc À la de Bir Biar, Taraya, tout à à fait. Del Biar. Vous travaillez, vous avez carrément un service aujourd'hui qui s'occupe bien sûr de ces malades Oui. qui souffrent du manque de sommeil, de trop dormir aussi, quelquefois. Tous les troubles du sommeil, on prend en charge les troubles du sommeil, y compris l'hypersomnie, l'insomnie et les troubles respiratoires nocturnes, ce C'est qu'on ça. appelle l'apnée L'apnée de du sommeil. sommeil. Voilà. Là encore une fois, c'est vrai que ça perturbe énormément. Ces dernières années, on entend beaucoup parler. Ça s'est un petit peu vulgarisé. Cette maladie s'est vulgarisée. On connaissait pas cette maladie. Bah, ça, Aujourd'hui, de plus en plus. Nous, on est bien content que les gens prennent conscience de cette pathologie, qu'ils comprennent que c'est une maladie, qu'il faut la traiter, qu'il faut la prendre en charge et que ça peut sauver des vies, on va dire, tout à parce fait. que ça engendre beaucoup de pathologies qui peuvent compromettre le pronostic vital d'une De personne l'individu. et puis même sa vie de tous les jours, avoir sommeil tout le temps, être fatigué tout le temps et C'est ça. voilà, se voir faire un diabète, une hypertension, avoir des troubles du rythme, etc. C'est très dangereux, quoi. Voilà, très dangereux. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler du sommeil en fait perturbé à cause donc des veillées du Ramadan. Oui. Et bien entendu, ça affecte aussi l'organisme. Tout à fait, c'est en mois de Ramadan spécialement, les gens se voient décaler leurs horaires habituels, donc ils ont tendance à veiller et ne pas se lever tôt le matin, et puis c'est un peu difficile pour ceux qui continuent à travailler pendant le mois de Ramadan, c'est pas tout le monde qui prend Un congé. et donc ils sont fatigués la journée. Je veux vraiment insister sur le fait que la personne, quand elle dort très mal, elle est toute irritée la journée. Et donc, ceux qui conduisent, on le voit très bien sur nos routes. Oui. Les gens conduisent. somnolent. Ils sont affolés, conduisent n'importe comment, ils font de la vitesse. Et ça aussi, c'est très dangereux. Mhm. Alors c'est vrai que ça perturbe énormément. On parle aujourd'hui, on mange peut-être tard, donc tout est décalé. Oui, donc, tout à fait, c'est un décalage. les horaires ont complètement changé et Voilà. on veille beaucoup plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle le décalage de phase. Ça a un nom et c'est on va dire, un syndrome, enfin une pathologie, on va dire, qui est bien, on va dire, bien encadrée. C'est le décalage de phase. Oui. Et donc, la personne, elle décale ses horaires de sommeil et ses horaires du lever. C'est ça. Et pour ceux qui écourtent leur nuit, vu qu'ils ont veillé, qu'ils sont obligés de se lever le matin, c'est la journée qu'on constate les dégâts, fatigue. on va dire. Bien Hein. sûr. C'est une fatigue. Et c'est-à-dire que qui peut-être est, qu'ils ne vont pas le ressentir le premier jour, le deuxième jour, mais ça va s'étaler et après la fatigue va se ressentir. ça va se ressentir et puis même la reprise sera difficile parce que ça y est, on a pu un mois est suffisamment suffisant, on va dire, pour resynchroniser son horloge biologique qui était habituée auparavant à des horaires autres et qu'on va, on va dire, la décaler et lui donner ou lui appliquer des horaires décalés. C'est ça. Donc, En fait, aujourd'hui, les soirées sont très courtes. Les gens, beaucoup de personnes veulent veiller jusqu'à 3 heures du matin, ils sahrou, comme on dit, et bien entendu, ils s'endorment. Mais il faut se lever très tôt encore le matin pour ceux et celles qui vont travailler. et donc ce qui c'est très fait, insuffisant. c'est insuffisant. Ouais, c'est très Et c'est insuffisant. perturbant donc pour Ah oui, on a l'équilibre. des hormones qui sont sécrétées
traiter pendant les différentes phases du sommeil. Et donc, si on ne respecte pas le temps voulu pour avoir telle et telle phase, du coup, la personne, elle perturbe aussi sa sécrétion hormonale. Et donc, c'est tout un système qui sera... ça sera une privation de sommeil. C'est ça. Donc, et on dit que finalement, les gens qui ne dorment pas beaucoup, c'est vrai que c'est des gens qui prennent du poids? Le fait de ne pas bien dormir donne une perturbation hormonale qui est l'inversion du rythme, on va dire, du rapport leptine-ghrelin, qui sont deux hormones nécessaires pour réguler l'appétit. Et donc, quand on inverse ce rapport, du coup, la personne aura tendance à vouloir manger. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous arrive de travailler la nuit. Nous, par exemple, quand on est de garde, on a tendance à grignoter comme ça. On sent une petite faim comme ça et donc on mange. Pareil pour la personne qui ne dort pas. Donc elle a tendance à grignoter, à manger et automatiquement elle va prendre du poids. Est-ce que le fait de faire une sieste, ça répare le manque de sommeil? Ça répare, on va dire, en fonction de la nuit précédente. C'est-à-dire, si j'ai dormi 2 heures ou 3 heures, ma sieste ne sera pas une sieste, donc elle sera un autre cycle de sommeil et je serai plus fatiguée en me réveillant suite à cette soi-disant sieste, parce que la sieste, normalement, maximum, c'est 3/4 d'heure et c'est aussi en fonction de la veille. Hein. Si j'avais un peu amputé 1 heure ou 2 heures de mon sommeil, je vais récupérer avec une petite sieste de 3/4 d'heure, donc elle sera rafraîchissante certainement. Mais si j'ai dormi 2 heures, que j'essaye de me rattraper, on va dire, la journée, forcément je vais dormir 2 heures. Et si je fais 2 heures, ça veut dire que j'ai fait un cycle de sommeil. Alors, si je continue mon cycle de sommeil, ça veut dire que je vais faire ma nuit avant l'heure. Et si je me réveille au milieu de ces cycles, je vais être complètement fatiguée. Donc, complètement fatiguée. Voilà, Nous, comme on travaille tôt le matin, on a quelquefois des invités qui ne dorment pas, qui viennent directement à l'émission pour pouvoir donc assister et bien sûr aussi répondre à leurs engagements, parce qu'ils ont pris des engagements avec nous. Et donc, ils veulent être parmi nous le matin. Ils ne dorment pas. Ils viennent directement. C'était pas mon cas, moi. Heureusement. J'ai dormi. Voilà, oui, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, il faut respecter les choses. On a la nuit pour dormir, la journée pour travailler. Et donc, avec le mois de Ramadan, c'est vrai que c'est un effort qu'on doit faire. C'est un mois sacré. Même si on dort moins que d'habitude, voilà, mais il faut dormir quand même de respecter une hygiène de sommeil quand même... normal, plus ou moins normal. Voilà, plus ou moins normal, plus ou moins acceptable, on va dire. C'est-à-dire pour ceux qui vont faire tarawih, minuit, généralement, c'est le maximum. Donc, essayez de dormir de 1 heure jusqu'à 3 heures. Donc, on a quand même un cycle de 120 minutes. Ils vont vous dire 1 heure du matin, c'est là où le Sahara te bda. Eh bien, non, c'est pas fait pour... si on travaille, c'est difficile. Mieux, respecter son corps, préserver sa santé, respecter... Voilà, parce que la journée, on ne sera pas efficace, on ne sera pas rentable. Même si on croit qu'on est en forme, etc. Mais si vous faites plus attention, vous voyez qu'il y a des oublis, il y a un manque de concentration, vrai, il y a un problème d'irritabilité, comme je disais tout à l'heure. Et bien sûr, le manque de café pour certains, le manque de nicotine pour d'autres. Ces accros donc, à toutes ces choses-là sont très, très fatigués. Et c'est beaucoup plus le manque de sommeil qui affecte. On ne se rend pas compte, mais vous savez, on dit qu'une personne qui ne dort pas 24 heures, elle se retrouve dans un état d'ébriété pareil à celui qui a pris pratiquement 2 grammes d'alcool dans le sang. Donc, c'est énorme. Hein, pour les personnes qui ont aussi des métiers donc, très délicats, comme par exemple des médecins, des gens où ils doivent donc, être concentrés. Il faut faire très attention. Les conducteurs, moi j'ai beaucoup peur des gens qui prennent la route, qui conduisent comme ça et qui n'ont pas dormi la veille, etc. Ça, c'est très dangereux. Hein. Voilà. Surtout que si on devait encore une fois définir ce que c'est que le sommeil, vous pourriez donc encore une fois nous faire le topo du sommeil, le vrai sommeil. Le sommeil, c'est un état où, contrairement à ce que tout le monde croit, un état d'activité, on va dire, c'est pas un état d'arrêt total dans notre corps et notre cerveau. On a 4
4 phases de sommeil. On a le sommeil lent léger, ou on va dire l'endormissement, on a après le sommeil lent profond et on a le sommeil paradoxal. Alors, pendant la première étape, on se prépare au sommeil, donc c'est l'endormissement. Après, on a le sommeil profond où l'activité cérébrale, c'est-à-dire le cerveau se repose, il se met en mode off, il est éteint, c'est-à-dire il va vraiment se reposer et c'est là où il y a la remémorisation des choses, où on remet les choses en place. Il y a une activité plutôt musculaire, c'est-à-dire il y a une régénération des cellules, on a un travail métabolique qui se fait et par la suite, dans le sommeil paradoxal ou en rêve, c'est là où en rêve, il y a une activité cérébrale qui est très accélérée, c'est-à-dire il y a une activité, il y a un travail qui se fait et il y a une activité musculaire qui se repose. Donc vous voyez les choses comment se relaient. Donc on a une étape où on se repose sur le plan musculaire, une autre sur le plan cérébral. Donc si nous on vient perturber ces choses-là, tout à fait normal qu'on obtiendra des problèmes, des problèmes de santé. Qu'on sera fatigué aussi durant la journée. Alors le fait de assurer peut-être son sommeil, ça aussi c'est mauvais? Bien sûr, c'est fatigant parce que on essaye de faire nos étapes comme ça qui doivent se succéder. Et puis nous, on vient au milieu, on casse la chaîne, puis on essaye de reprendre cette chaîne de nouveau, puis on la casse, donc c'est tout à fait normal, ça sera complètement haché et complètement perturbé. Le cerveau n'aura pas le temps suffisant pour se reposer, le corps non plus, et donc personne ne sera reposé. D'ailleurs, c'est le cas des patients, je reviens encore une fois, les patients ronfleurs, les patients qui font l'apnée de sommeil, leur problème principal est ça. C'est le fait que leur sommeil soit complètement fractionné, qu'ils ne respectent pas les stades de sommeil, et donc ça donne des pathologies par la suite. Donc le conseil, c'est de dormir combien d'heures par nuit? Respecter le maximum votre hygiène de sommeil, respecter des horaires fixes d'endormissement et de lever. Essayez pour ceux qui sont obligés quand même d'amputer un peu des heures de sommeil, de faire une petite sieste, des repos. Et puis si vous voyez que vous êtes complètement fatigué, ne prenez pas le volant, s'il vous plaît. Voilà, c'est les conseils en tout cas que vous donnez à tous ces patients qui souffrent donc de troubles du sommeil, manque de sommeil aussi, quelquefois les insomnies. Alors il y a des gens qui dorment trop aussi, qui dorment beaucoup durant Ramadan. C'est des gens généralement qui ont inversé leur rythme. Donc ils veillent la journée, ils dorment ils veillent la nuit et ils dorment toute la journée. Et malheureusement, quand on va vers l'été, malheureusement les gens gardent ce rythme. Voilà. C'est pas évident de rattraper les choses. Oui, c'est parce que c'est les vacances, les gens ils sont en repos, ils ne travaillent pas et donc ils garderont ce rythme et c'est très dangereux beaucoup plus pour les enfants parce que tout de suite viendra la rentrée scolaire, on trouvera tous nos enfants complètement décalés, complètement perturbés. Il leur faudra un temps pour se remettre sur les rails et ça peut quand même perturber leur scolarité. Donc pour les parents, faites attention, si vous êtes décalés, vous allez décaler vos enfants. Voilà. Donc ne pensez pas qu'à vous. Exactement. Regardez ce qui se passe autour. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils que vous avez donnés ce matin à nos téléspectateurs. Bonne journée à vous. Merci. On va juste, si c'est possible, faire notre petite dédicace pour mon fils Reza, mon neveu Latafi Yanis, Belalem Enes, Fatah Shiraz, Nefti Khaled et Benrajem Ilyes qui ont brillamment réussi à leur examen de 5e. Voilà, bravo, mabrouk alayhom. Et puis félicitations à tous ceux qui ont réussi, bien sûr, haut la main à cet examen de fin de cycle primaire et en particulier à notre collègue Fafoucha, notre caméra-woman. Son fils a eu donc sa 6e. C'est donc Adam Hammer, que j'oublie pas, bien sûr. Et puis aussi un autre petit garçon, Imed Bounegreg. Voilà, on félicite bien sûr les enfants, mais aussi les parents. On n'oublie pas, bien entendu, mabrouk alayhom. Et pourvu que, en tout cas, les autres vont aussi suivre avec l'examen du BEM et aussi l'examen du baccalauréat, Inch'Allah, bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà. Cette fois-ci, on va vous inviter à suivre un reportage dans le domaine de la solidarité du côté donc de l'association Asirem. C'est notre collègue Yazid Ait Mahidine qui a réalisé ce reportage, la distribution de packs en tout cas à des gens sur la route. Regardez, on se retrouve juste après.
SIRM, une association socioculturelle du village Gergour de la commune de l'Ordaria, un village qui souffre néanmoins de beaucoup d'insuffisances en matière de développement local. Ce qui n'a pas empêché les jeunes de cette nouvelle association à semer l'espoir au sein de la population et entamer une opération de solidarité et de convivialité. Le but de cette association était pour revendiquer les droits de la population de Gergour, mais quand même on pourra toucher à différents domaines, et le sport, et la culture, et la science. Notamment ce mois sacré de Ramadan, le peuple algérien est connu par ce cœur d'humanité, des actions humanitaires, de bienfaisance et tout ça. On a pensé, on a organisé les koufans de Ramadan direct, les koufans de Ramadan déjà qu'on fait tout au long de mois sacrés de Ramadan, et encore faire des petits sachets, une bouteille d'eau, des dattes, de chocolat, pour la rupture des jeunes. La route, c'est un projet de 2012 ou 2013. Le gaz de ville aussi. C'est des chantiers sans fin. ماذا بنا يكملوا لي بروجي نتاعنا تكمل الطريق بون الغاز نورمالمون قبل عندنا في نفس الوقت حابين نديروا اماكن وين نديروا القمامه نخدموها وحدنا. Ici, dans cette contrée, au relief accidenté, les animateurs de SIRM préparent les rations alimentaires nécessaires pour la rupture du jeûne. C'est des bénévoles, comme on voit avec notre équipe ici, avec notre association. Donc on commence à prendre des sachets, c'est un travail de série, à remplir le sachet, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc une bouteille d'eau par exemple, les dates, tout ce qui s'ensuit. Et puis remplir très bien notre fourgon, qui est d'un bénévole aussi. Et on va directement à l'autoroute, et voilà, et vous allez voir comment on distribue ces denrées alimentaires. رانا حابين نديروا باغ اكزومبل الحوايج تاع العيد العائلات اليتامى. ربي ان شاء الله يوفقنا ربي. ومام طون عندنا اهداف اخرى باغ اكزومبل نقولوا مثلا نشريو كبش العيد. وخاص باليتامى دايما. Nous avons emprunté une piste à peine praticable, direction l'autoroute Est-Ouest. Objectif, inviter les usagers de la route à rompre le jeûne dans la pure tradition séculaire de partage et de fraternité. مبادرة مليحة ولو كان يكملوها الرجال راهي مبادرة تاع خير. ربي يجازيهم إن شاء الله. والناس هكا رايحة يسربوا يحبسوا يدوا حاجة يكسروا بها الصيام على الأقل واحد باش ما يزربش. وشكورين إن شاء الله وما قصرتوش إن شاء الله. Une opération qui a vu la participation d'autres villages de la plaine. Ici, l'abondance et la bonté se régénèrent. السمانة الأخرى عندنا إطعام، السمانة الأخرى دوك 3 جور 27 28 و 29 ونورمالمون 30 إن شاء الله. Tout un symbole d'élévation et de bonté, des valeurs transmises par le saint patron du village, Sidi Yahya. Voilà, une belle initiative, en tout cas, beaucoup d'initiatives comme ça, bénévoles, qu'on a pu voir à travers, donc, durant, en tout cas, tout le mois de Ramadan. Et heureusement que ces âmes charitables et aussi soucieuses de la bonne santé de la population et surtout des individus ont eu donc à faire durant ce mois de Ramadan. Eh bien, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'environnement. Nous avons célébré la Journée internationale de l'environnement le 5 juin, comme chaque année, bien sûr. Beaucoup reste à faire, malheureusement, en tout cas, concernant l'environnement, et surtout on doit être soucieux de préserver notre planète. Et aujourd'hui, pour nous en parler, nous avons Reda Youyou avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes donc un représentant du ministère de l'Environnement. Vous êtes là pas pour nous parler de la journée en elle-même, mais plutôt d'une belle opération que vous allez mener à partir donc d'aujourd'hui. Même d'hier, elle a été lancée. Elle a été menée à partir du 5 juin. C'est la journée internationale de l'environnement qui avait pour thème la lutte contre tout type de pollution plastique. Voilà. Ça, c'est une pollution qu'on constate à travers toutes nos villes, villages. On voit l'éparpillement de ces sachets. Malheureusement, partout. Il y a un nombre impressionnant de sachets en circulation. Vous avez un chiffre impressionnant de plus de 5 milliards de sachets plastiques produits et consommés par nos concitoyens par an.
c'est qu'il y a un phénomène qui a pris une ampleur incroyable. Voilà. Et nous consommons en principe, vous me l'avez dit, 170 sachets par an et par individu. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, mais il faut passer à une autre étape pour un peu surtout régulariser. Surtout que le thème retenu cette année pour cette journée internationale, c'est lutter contre la pollution du plastique. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a une opération qui a été menée hier au niveau de la wilaya d'Alger, qu'on espère qu'il va se prolonger au niveau des autres wilayas d'Algérie. Il y a une distribution vous voyez ici le koufin. Il y a une distribution de 10 000 koufins au niveau de la wilaya d'Alger. C'est une opération de sensibilisation pour nos concitoyens, pour revoir les modes de consommation. Comme nous étions à l'époque, chacun avait son propre koufin en osier, bien sûr. Tout à fait, il y avait des filets, il y avait d'autres types. Maintenant, il y avait même des couffins en plastique qui existaient à l'époque aussi. Tout à fait. C'est pour changer un peu le mode de consommation des citoyens, parce que vous savez, ce plastique, ces sachets, c'est des produits pétroliers, c'est des produits qui ont une composition chimique. Ça fait qu'il y a une pollution qui se dégrade pas facilement, surtout quand on voit tout le monde a pu le constater, même au niveau international. C'est pas un phénomène qui touche que l'Algérie, c'est un phénomène qui a pris une ampleur au niveau de tous les sites marins, au niveau de... Malheureusement, la pollution marine, on a vu qu'il y avait des dégradations terribles. Quand on voit les déchets qu'on peut retrouver dans les mers, les océans, c'est terrible et ça a une incidence directe sur nos animaux. Tout à fait, sur la faune, la flore, aussi même sur le bétail au niveau c'est vrai, quelquefois, des pâturages. On voit des chèvres manger carrément dans des sachets plastiques et manger du plastique. Tout à fait. Même il y a un impact aussi sur les ressources halieutiques de pêche. Vous avez moins de poissons parce que les poissons se meurent à cause de cette pollution plastique. Ça fait que le phénomène est économique déjà, même il y a un impact au niveau économique, au niveau national. Et vous avez aussi un impact environnemental très important, même un impact visuel. Quand on se déplace au niveau de nos villes, on voit beaucoup de sachets en l'air. Ça fait que qui sont rattrapés soit par les arbres, soit par bien sûr les barbelés où il y a ça des donne grillages. Une laideur à nos villes qu'il faudrait un peu mettre le haut là pour... Même dans le sud du pays, les Touaregs sont très respectueux de notre environnement, mais malheureusement peut-être les touristes ou les personnes qui viennent visiter donc emmènent avec eux des sachets plastiques et les laissent comme ça. Ça donne une image dégradée. C'est pour ça que l'objectif de notre ministère, déjà, c'est de changer le mode de consommation. C'est utiliser des matériaux alternatifs. On parle de sacs oxo-biodégradables qui se dégradent plus vite. Déjà, ça, c'est une option pour dans le futur. On a des images, des photos où on voit comme ça des gens faire des courses avec énormément de sachets. Pourquoi pas avoir son couffin, tout simplement, et avoir un seul sachet. Voilà, encore une fois. Des sachets qu'on retrouve de toutes les couleurs. Alors, il y a eu une interdiction aussi du sachet noir. Mais on retrouve d'autres sachets. C'est une opération qui a été aussi bien menée et les interdictions ont été donc lancées, mais ça persiste encore. Ça persiste tout à fait. On remarque qu'il y a même le sachet noir n'a pas totalement disparu, on l'a constaté. Il y a d'autres types de sachets de couleurs différentes. Tout à fait. Mais la pollution est la même, que ce soit le sachet noir ou bien le sachet bleu ou rose, c'est la même pollution. On vous dit même il y a des sachets très fins, biodégradables, etc. Mais c'est pas ça non plus. C'est pas juste aussi, parce que ces sachets fins sont difficilement recyclables. Il faut savoir qu'ils ont un poids moléculaire qui est très bas. Ça fait que le recyclage de ce type de sachet devient problématique. C'est pour ça que nous on ne va pas du jour au lendemain dire qu'on va arrêter le sachet plastique, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a des familles qui vivent de ça, mais il faut aller vers des sachets alternatifs. Par exemple, des sachets biodégradables qui se dégradent plus vite. Des sachets en papier. Tout à fait, c'est par rapport à ça. On ne peut pas du jour au lendemain décréter qu'il n'y aura plus de sachets. Ce n'est pas faisable. Et aussi, on ne peut pas... enlever la croûte, le pain de nos concitoyens. Ça se fait progressivement avec une opération de sensibilisation déjà, tout comme la vôtre. Vous avez donc choisi Alger pour essayer donc de faire cette opération à travers les différents marchés d'Alger. D'Alger, tout à fait. Bon, il y a eu une adhésion des citoyens, mais il faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ça soit périn. Voilà. Et encourager aussi le travail artisanal de nos artisans qui s'est perdu
perdu aussi, surtout que ce n'est pas cher, un couffin en osier comme ça. Vous avez acheté combien de couffins en osier? Il y a eu 10 000 voilà. couffins. Bon, il faudra, comme je vous ai dit, prolonger cette opération parce qu'il faut marteler à chaque fois aux gens, ça ne doit pas s'arrêter au 5 juin. Voilà. Il faut toujours marteler que le sachet plastique a un impact déjà économique et environnemental et que ces sachets et ces paniers sont des paniers durables pour toute la vie, pour toute une vie. En tout cas, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables était présente sur nos plateaux hier, était présente au journal de 20h. Elle a parlé de cette opération, elle a parlé aussi de l'engagement, bien sûr, du ministère pour essayer d'endiguer toute cette pollution plastique. Oui, tout à fait. Comme Madame la ministre s'est exprimée hier par rapport à cette problématique. Nous, on ira vers d'autres objectifs. Il faudra se mettre des objectifs intermédiaires par rapport à la lutte contre ces sachets-là, mais sans mettre en péril le tissu économique et social Bien sûr. On a vu des exemples réussis dans d'autres pays. Ils ont réussi à instaurer surtout des règles à travers le système et le mode de consommation, comme vous le disiez tout à l'heure, avec bien sûr un sachet qu'on a dans sa voiture, dans son caddie, avec lequel on fait ses courses. Tout à fait. Il y a des incitations des citoyens à utiliser des sachets durables. Voilà, il y a même une prise de conscience de certaines grandes surfaces qui ont fait des opérations comme ça. C'est parce que c'est des opérations de communication. Il faut marteler ça. À chaque fois, il faut dire que ce sachet-là, c'est pas bon déjà pour l'environnement et pour la santé des citoyens. Il faut marteler. C'est un message à marteler. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à une journée et dire utiliser que ce type de panier ou bien limiter l'usage des sachets plastiques, mais il faut marteler ça. Il faut aussi il faut y avoir aussi un aspect économique. C'est la vie des gens qui aura un impact par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut aussi faire une veille technologique pour les plastiques. Ça évolue très vite, c'est des modes de recyclage, de réutilisation. C'est pour ça que notre ministère s'inscrit dans cette logique. Voilà, dans cette logique. Alors, ça sera donc aussi des économies pour certains. Comment est-ce que la population a pris les choses, cette distribution, quand vous avez offert donc des couffins? Bon, il y a eu une adhésion par rapport à ça. Les citoyens sont sensibles. Mais je pense que déjà, quand on part faire son marché, on nous donne les sachets plastiques, on le met dans le panier. Ça veut dire qu'on revient au même point. C'est des opérations qu'il faudra élargir à tout le territoire national, c'est important. Il y a une adhésion, les gens, je pense qu'ils sont sensibles avec tous les modes de communication maintenant. Les gens savent ce qui se passe même ailleurs, ils ne se limitent pas au territoire national. Il y a une prise de conscience, mais c'est à nous, en tant que ministère, d'accompagner cette dynamique. Il ne faut pas que ça soit occasionnel. Ou carrément, donc l'individu dit, voilà, je n'ai pas besoin de sachets plastiques, c'est pas la peine, on n'en a pas besoin. Il y en a tellement, c'est vrai, autour de nous que finalement essayer donc de freiner cette consommation du plastique. Tout à fait. Et parler de plastique alternatif aussi, qui puisse se dégrader, comme je vous ai dit, un peu d'une manière plus rapide, parce que la dégradation, c'est une question de temps. Parce que ces sachets plastiques, les gens doivent savoir qu'ils ont une durée de vie de 500 ans. On ne sera même pas là, nous, pour voir cette dégradation. Tout a une durée de vie. On avait vu des images comme ça où on nous donnait donc, un aperçu donc, de cette pollution qui, en tout cas, qui a une durée de vie extraordinaire. Très importante. Le chewing-gum, par exemple, les canettes qu'on retrouve, les sachets plastiques, les bouteilles de plastique aussi. Tout à fait. C'est des véritables polluants pour notre planète. Pour notre planète. D'ailleurs, même au niveau international, il y a une prise de conscience par rapport à ça. L'Algérie s'inscrit dans le cadre de ce processus. Il faut créer les conditions économiques aussi et sociales pour aboutir à la limitation et en fin de compte à l'élimination de ces sachets. C'est ça le but final. Quand on pense aussi que chaque année la mer rejette énormément de déchets plastiques, tout à fait. On parle même d'un sixième continent, constitué de matériaux plastiques.
C'est un phénomène mondial. Sans compter ce que retrouvent aussi les plongeurs au fond, tout à fait. Bien sûr, tout à de fait. nos fonds marins. Tout à fait. Bon, il y a une industrie pétrolière qui est derrière ça, il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui ont un intérêt à poursuivre leur business, comme on dit. C'est pour ça qu'il faut aller de manière... Ces images, regardez, c'est effrayant et impressionnant, donc effroyable donc, de voir tout cela comme ça versé sur l'océan. Tout à fait. C'est des images qui font peur par rapport à ça. Mais il faut garder en tête que rien n'est éternel. Il faut aller vers une meilleure une consommation durable. C'est ça. Quand on pense que nous, à l'époque, nous avions notre beau vieux panier, comme ça, en osier, tout le monde avait son panier en osier, il n'y avait pas beaucoup de sachets plastiques. Et bien sûr, la consommation était tout autre. Aujourd'hui, les consommateurs voient aussi un marché inondé de toutes sortes de produits, bien emballés, avec différents emballages, plastiques, cartons, etc., qui devient encore un amas de poubelles aussi. Tout à fait. Par la suite. Tout à fait. Il y a déjà pour ces sachets plastiques, le recyclage est très difficile. Il ne faut pas se cacher la face par rapport à ça. C'est pour ça que même au niveau des centres d'enfouissement, les décharges contrôlées, vous avez un nombre impressionnant de sachets plastiques qui posent des problèmes de gestion au niveau de ces sites. C'est pour ça que ce sachet plastique, il faudra le bannir, mais progressivement. Voilà. Progressivement, en allant vers d'autres sachets peut-être plus écologiques, des sachets entre parenthèses verts, qui puissent avoir un moins d'impact par rapport à cette pollution qui devient... Qui est déjà dans notre pays, on le voit, nos villes sont envahies par ces sachets-là, et ça donne une image assez peu reluisante de nos villes. Exactement. Voilà. Alors bien, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été menées depuis par le ministère de l'Environnement avec des spécialistes, des gens qui ont fait des études, des impacts aussi sur notre plateau, sur notre environnement et notre planète, je voulais dire. Et bien entendu, c'est toujours d'actualité en corrélation, bien sûr, avec les pays aussi étrangers. Bien sûr, c'est tout à fait. Déjà, ça, c'était un esprit de veille technologique, surtout par rapport au type de sachets, les matériaux qui le composent. Ça rentre dans le cadre de la recherche. Si nos étudiants et nos professeurs d'université peuvent donner un appui à ce genre de travaux, nous, on est preneurs en tant que ministère. Parce qu'il faut faire évoluer, c'est de la chimie organique, tout ça. Il faut faire évoluer ce type de technologie. On a eu beaucoup d'étudiants qui travaillaient sur le recyclage, bien sûr toutes sortes de recyclage, qui font partie justement de ces opérations et ces initiatives pour défendre notre planète et embellir notre planète. Tout à fait, même pour des projets de fin d'études d'étudiants, le ministère peut les accueillir sans aucun problème. Nous, on leur donne la donnée disponible, mais à eux de nous faire, même ceux qui font des doctorats par rapport à ça, de faire évoluer c'est ça, comme on a pu voir par exemple les petits pots biodégradables avec lesquels on entamait donc des pépinières, on faisait des repousses, etc. à l'intérieur. On avait à l'époque le petit pot en plastique, aujourd'hui ça a changé. Donc il y a les pots biodégradables. Tout à fait, c'est évolutif, ce genre ce genre de technologie, d'études dans le cadre de ces plastiques. C'est assez évolutif, alors il faut aller vers ça, c'est inéluctable. Très bien, donc l'opération continue à travers tout Alger, bien sûr, distribuer 10 000 couffins à travers donc, les marchés d'Alger. Vous aurez peut-être la chance d'avoir un couffin et avoir un beau couffin comme ça en osier fait par nos artisans algériens. Fait. Au moins, c'est la promotion de l'artisanat algérien pour qu'il ne se meure pas. Voilà. Parfait. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. C'est réciproque. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle Reda Youyou, vous êtes représentant du ministère de l'Environnement. Vous êtes venu nous parler donc de cette opération distribution de 10 000 couffins à travers les marchés d'Alger et surtout revenir sur cette journée internationale de lutte surtout de l'environnement et surtout lutter contre la pollution plastique. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie. Sahar Mdadek. À vous aussi. Et Sahar Haïdek. Merci à vous. On n'aura pas l'occasion peut-être de se voir. Merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. C'est Saïda Mayouf qui nous emmène du côté de Mila voir la restauration et cette belle mosquée de Sidi Ghanem.
Au cœur de la vieille ville de Milaï, dans l'enceinte du musée à ciel ouvert, un site archéologique inestimable, se trouve la mosquée Sidi Renem, bâtie selon les historiens sur ce qui fut une basilique byzantine. Elle fut construite par Abou el-Mouhajir, le concurrent arabo-musulman Abou el-Mouhajir Dinar, en 59 de l'ère Hégire, équivalent de 679 de l'ère chrétienne, sur les décombres d'une basilique chrétienne le fameux Saint-Opta d'Emilio, le prêtre ou bien l'évêque de la basilique de Milève. L'aspect architectural de la mosquée Sidi Renem est semblable à celui de la mosquée Amawi à Damas ainsi que celui de Qayrawan, avec les matériaux de construction utilisés à l'époque. Une des particularités de ce lieu de culte est qu'il est inhabituellement orienté vers le sud et non vers le sud-est. Cet ancien lieu de culte aux colonnes reposant sur des plinthes carrées à la toiture en tuiles rouges a défié les aléas du temps et reste un témoin probant d'une civilisation antique. L'heure est à présent à la restauration. Cette borne minière indique qu'il y avait une voie faite par les Mileviens, mais il faut payer l'argent pour utiliser cette voie de longueur de 3 km. Sous l'autorité de l'empereur kaiserien Adrien Antonin, Augustus est le pieux, le père de la patrie. Donc, vecti galli rotari signifie que l'impôt sur le roulage, donc cette borne minière, elle était comme un guichet pour payer les frais de l'utilisation de cette voie milevienne. L'effort de l'État, il est plus que visible par les inscriptions d'opérations de restauration et de réhabilitation aussi. Donc, je disais, la mosquée Sidi Renem fait partie. Donc, elle a une opération inscrite d'un montant de 140 millions de dinars, dont l'étude elle est déjà attribuée. Et une fois terminée, donc, les travaux de réhabilitation et de restauration débuteront une fois toutes les conditions réunies. Cet endroit a fait l'objet des travaux d'urgence en 2012 pour surtout le confortement de l'édifice. La mosquée d'Abou el-Mouhajir Dinar, construite à l'aube de l'islam et ceinte d'un impressionnant mur aux 14 tours de guet, est aujourd'hui un édifice phare de l'antique Milève, un patrimoine à préserver contre toutes sortes de dégradations.
Voilà, de retour sur le plateau et comme je vous l'ai dit en sommaire, nous allons parler de ce concours, 15e édition du concours international de récitation du Coran. Et pour nous en parler, nous avons un candidat qui participe pour la première fois à ce concours initié par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf ici en Algérie. Avec nous, monsieur Haroun Hamed Hissen. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Chez vous, dans votre pays, ici en Algérie en tout cas. Wallahi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Vous êtes donc centrafricain, c'est ça? Je suis centrafricain. Et vous participez, vous avez l'habitude de participer à des concours comme ça, internationaux, de récitation du Coran? Oui, ça c'est ma deuxième fois. Deuxième participation, mais première ici en Algérie. Première ici en Algérie. Voilà, il faut rappeler que ce concours a été initié déjà depuis 15 ans, ça s'est fait depuis 2003 et bien entendu chaque année, donc il y a des participants qui viennent du monde entier. Cette année, je crois qu'il y aura donc 57 candidats, 15 élèves algériens entre filles et garçons et vous faites partie de tous ces invités qui viennent ici en Algérie. Oui. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Donc, le concours, comment est-ce que vous en avez entendu parler? Non, alhamdulillah, je remercie Allah et je remercie Algérie, votre pays Algérie. Merci. Alhamdulillah. Et je demande à Allah qu'il lui donne chaque année qui participe, tous les candidats doivent multiplier plus que ça. C'est ça. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que durant le mois de Ramadan, tous les musulmans, ça donne à leur exercice favori, c'est la lecture du Coran, du Saint-Coran. Oui. Vous en faites partie, vous aussi. Alhamdulillah, même aussi, j'ai participé à ce concours. Oui. Je demande à Allah qu'il nous donne le bon chemin pour que la lecture soit tous les jours et jusqu'à Ila Yawmiddin. Voilà, Ila Yawmiddin. Et puis vous avez participé pour la deuxième fois. Donc la première fois, c'était donc dans un autre pays hôte. Oui, la première fois, j'étais en Tanzanie. En Tanzanie. Vous avez rencontré d'autres comme vous, des récitants donc, et des participants donc, à ce concours? Oui, j'ai rencontré beaucoup de Tolaba. Tolaba. Et la même chose en Algérie, non, pareil? C'est différent. C'est différent? C'est différent. L'organisation ici, c'est plus meilleur pour moi, je vois. Très bien, bravo. En tout cas, on est content. Ça fait 15 ans donc, que c'est organisé, donc probablement avec des gens qui ont l'habitude aussi d'organiser ce genre de concours, avec des participants. Et surtout, la nouveauté cette année, c'est qu'il y a beaucoup donc, de participants de pays anglo-saxons, par exemple. Il y a donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne aussi, qui participent pour la première fois, des étrangers qui viennent participer à ce concours. Oui, j'ai rencontré beaucoup des élèves. Oui. Ils ont participé de n'importe quel pays. N'importe quel pays, voilà. Et l'essentiel, c'est justement de participer. Alors vous êtes étudiant en école coranique, c'est cela, oui, dans votre pays? Je suis étudiant en école coranique. Et votre spécialisation, vous avez découvert que vous vouliez donc participer et faire la récitation du Coran? Oui. Tout ce qui est psalmodie, donc du Saint-Coran? Alhamdulillah, j'ai mémorisé le Coran. Ah, Ibarak. Oui. Vous avez mémorisé et vous êtes tout le temps, toujours à travailler pour essayer donc de réciter de la bonne manière aussi le Coran. Oui, alhamdulillah. Comme d'habitude, je fais les révisions tous les jours. D'accord. Sita hazab par jour. Sita hazab par jour. Sita hazab par jour. Chaque 10 jours, je khatim le Coran. D'accord. C'est très bien. Et donc ça va vous aider à concourir. Alors il y a des membres du jury qui seront là. Vous avez l'habitude de faire face à un jury puisque c'est la deuxième fois que vous participez à ce concours. Oui, comme d'habitude. Voilà. Le concours a commencé le 5. Donc vous avez pu voir d'autres candidats réciter le Coran? Oui, j'ai vu. Hier, j'ai rencontré mes collègues. Oui. Beaucoup, ils ont récité. Mais alhamdulillah, l'organisation est très bien. Ça me plaît beaucoup.
Eh bien, tant mieux, on est très content d'apprendre ça, en tout cas de la part des candidats participants et de la part donc de ceux des hôtes, donc des hôtes de l'Algérie qui viennent participer à ce concours et bien d'autres aussi concours. Alors, on va voir en image cette organisation et ce concours international puisque notre journaliste a réalisé pour nous ce reportage. Hassiba Abdallah nous fait découvrir cette 15e édition du concours de récitation du Coran. Plus de 50 pays participent à la 15e édition du prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint-Coran. La compétition a débuté hier au Palais des Expositions des Pins Maritimes, mettant en lice des candidats de moins de 25 ans. J'annonce au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le lancement officiel de la 15e édition du prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint-Coran. Je vous souhaite beaucoup de réussite. La compétition durera exactement 6 jours et c'est le ministère des Affaires religieuses et des Waqf qui supervisera l'organisation. Nous avons des normes et des règles bien précises pour choisir le meilleur des récitateurs. Nous nous basons essentiellement sur la mémorisation du Saint-Coran, la récitation et la psalmodie avec une prononciation correcte. Plusieurs prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie de clôture prévue pour Laylat al-Qadr, autrement dit le 27e jour du Ramadan. Voilà, on a pu voir le reportage, on a pu voir aussi ses performances et surtout la première soirée donc, de ce concours, la récitation avec bien sûr plusieurs invités, prestigieux invités qui ont pu prendre part à cette soirée. Alors je posais la question justement à notre invité qui participe, il a été présélectionné dans son pays pour pouvoir venir ici en Algérie et concourir à ce concours international. Alors je lui ai dit, c'est quand que vous participez à ce concours, vous allez passer, donc c'est ce soir. C'est une soirée donc très particulière et donc aujourd'hui, au lieu d'être en train de réviser, vous êtes avec nous? Non, alhamdoulilah. Hier soir, j'ai révisé. D'accord. Et vous êtes prêt? Je suis prêt. Voilà. Et quelles sont les bonnes règles donc, à adopter pour réciter le Coran? Bon, il y a la condition d'une bonne voix. Oui. Et les ahkam, les tajwid. Oui. Et les bien mémoriser. Il y a les règles que le cheikh va adopter. Voilà, que le cheikh va noter. Il y a bien sûr les membres du jury qui seront face à vous et vous allez donc réciter avec d'autres aussi qui vont passer, d'autres candidats qui vont aussi réciter le Coran. Vous avez, comme on dit, vous avez le trac aussi? Vous êtes anxieux? Alhamdulillah, je demande à Dieu qu'il me maîtrise, qu'il me donne la bonne maîtrise. Je dois maîtriser et je dois lire correctement. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et puis bon courage. Vous me disiez, je vous ai posé la question, dans votre pays, en tout cas, c'est un pays laïque où il y a donc une communauté de musulmans. Vous êtes dans une famille où vous avez aussi votre petit frère qui est tout comme vous, qui récite le Coran. Oui, j'ai mes petits frères et j'ai enseigne les petits enfants. Très bien. Chez moi. Voilà. Ils viennent chez moi, j'enseigne tous les jours et je fais le muraja. Ouais. Et durant le mois sacré de Ramadan, j'imagine que pour vous c'est une tradition aussi la récitation du Coran. Vous enseignez bien sûr dans l'école coranique, mais vous enseignez aussi les valeurs du bon musulman. Oui. Par exemple? Le Sira Nabawiya. Sira Nabawiya, oui. Le Tarbiya, l'Islamia. Oui. C'est très important. Oui, c'est très important. Surtout au jour d'aujourd'hui, à travers le monde entier, aujourd'hui, cette image donc, de l'islam qui a été un petit peu ternie, donc à travers des concours, à travers donc, ces rencontres, ça renforce un petit peu les valeurs de notre islam. Oui, alhamdulillah, l'islam c'est une bonne chose. C'est la meilleure religion. Notre prophète a dit, l'islam c'est la salam. Oui. C'est ce que vous faites à travers ces soirées, d'ailleurs, donner salam à tous ces candidats qui viennent du monde entier, participer et surtout montrer cette fraternité et cette tolérance. Oui, évidemment. Je dois rencontrer tous mes collègues qui ont participé. On va filmer ensemble, on va partager. C'est ça. De bons moments. Oui, Inch'Allah. Et surtout un ramadan particulier cette année pour vous. Merci. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. On aura des nouvelles, j'espère, et que peut-être que le candidat gagnant va être aussi reçu sur notre plateau.
Inch'Allah. Inch'Allah, on vous souhaite bonne chance. Je rappelle, Haroun Hamed Hissen, vous êtes candidat, vous venez donc de Centrafrique. Bien sûr, on vous souhaite encore une fois bonne visite ici en Algérie. Merci à vous également. Et puis à très très bientôt, Inch'Allah. Merci, shukran. Eh bien, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier ces chants, surtout d'un grand maître de la chanson Chabi, le Hajj al-Hashmi Grouabi, Allah yarhamou. On se retrouve juste après. ودعت قامة الغصن المياس الرطيب ودعت قامة الغصن المياس الرطيب استحق ونعصرت خدودو تنايم وشفار خمودو فتح من الغلاف ورودو لونو تقول عسجد وبهه شريق يوقد يفجيه والمن يشرب كاس صهيبة ينظر في بها ملكي سبحان من انشا طالب بسيدي هاد الغيبة توحشت بها ما قدرت الفراق معاه لازلت النار تجاول فيه يرجع في قريب لازلت النار تجاول فيه يرجع في قريب في الله الكريم نطمعو يجمع شملنا نجمعو سويع السرور نرجعو لاني عشق مولوع ما نيدهيش مفزوع لأني عشق مولوع ما نديش مفزوع عاطي الطوع ما نهرب من الكسيبة تبع غير رضا كما يطع الغلام المولى قالت بسيدي هاد الغيبة وحشتها قدرت الفراق معاه لا كتاب لا رسول يجي من عند الحبيب لا كتاب لا رسول يجي من عند الحبيب جميع من لقيت نسالو نقول له حبيبي مالو ما بان ما ظهر خيالو بعد نطرحت الاشكال وقريت صورة الفال بعد نطرحت الاشكال وقريت صورة الفال الخط قال لي وش رانيك قريبة محبوبك تلقاه بعد 7 ايام ترجاه قالت بسيدي هاد الغيبة ما قدرت الفراق معاه ديما الزين متبوع بالغيرة والرقيق ديما الزين متبوع كي جبح عامر بشهد حلو من لا يتقي القان حلو باش من حياليك يعسلو كي كنز بين الجبال عنو عقارب كي كنز بين الجبال عنو عقارب وغوال واش من حيال توصلني واش غزيبة يوصلوا من جاه هكذاك الزين في معناه قالت بسيدي هاد الغيبة وحشتها ما قدرت الفراق معاه نصبر كيما صبر قلب العاشق النكيل نصبر
Voilà, c'est les soirées dont nous allons parler tout de suite avec bien sûr des rendez-vous de chant, des rendez-vous musicaux bien entendu à travers une programmation qui est donc programmée par les offices et divers offices culturels qui organisent des spectacles. Eh bien, celui qui va aussi vous rendre heureux, c'est Fianso qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de m'accueillir. On est très content, en tout cas, vous êtes connu sur la scène internationale à travers vos albums et surtout donc les rappeurs, les adeptes du rap, bien sûr, et votre public qui est aussi fan. Ça bouge pas mal en ce moment. Ça bouge pas mal. Alors vous êtes arrivé hier soir, vous m'avez dit? On est arrivé hier soir à Alger. Ouais. Oui, Alger hier soir, et vous allez donc vous produire au niveau d'Ardis. Inch'Allah, c'est pour demain. C'est pour demain. C'est pour demain. Alors un public déjà au rendez-vous, vous avez un petit peu testé Bah oui, en général, on a pas mal de retours dès qu'on arrive en Algérie, on a pas mal de réactions sur les réseaux. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'être accueilli et d'être reçu. Voilà. En tout cas, vous êtes connu par bien entendu vos fans qui vous suivent régulièrement. On essaye. Et vous avez fait une tournée quand même très appréciable ces derniers temps. Ça a été costaud. On a sorti pour ma part 3 albums en 13 mois, 12 mois. Ça s'est très bien passé, les 3 albums se sont très bien passés, donc évidemment les tournées étaient pleines et ça s'est super bien passé, toujours en équipe et puis on s'amuse bien. Toujours en équipe. Alors vous êtes combien sur scène? Sur scène je suis seul, en ce qui concerne Sofiane. Après on a la chance de partager des plateaux aussi avec pas mal de nos artistes, notamment en France et à l'étranger. L'orchestre? Pas l'orchestre, un DJ. Oui, un DJ. Uniquement un DJ. Et nous, et le public sans filtre, direct. Ouais, directement. Direct. Le feeling. Et bien sûr, on vous rappelle toujours la chanson qui a marqué les esprits. Ouais, il y en a 2-3. Ouais, il y en a 2-3. Il y a des titres qui ont bien marché. Un titre qui s'appelle Tout le monde s'en fout, un autre Mon petit loup, voilà, qui ont beaucoup tourné. Voilà, exactement. Alors, vous passez ces jours de Ramadan ici en Algérie, ça change un petit peu? Bah, on mange plus tôt. Voilà. Vous mangez plutôt, vous baignez dans une ambiance assez particulière, parce que chez nous, ça sent vraiment Ramadan. Vous allez dans les rues, vous allez en tout cas dans les marchés, vous sentez un petit peu cette ambiance de Ramadan. Bah, pour le coup, hier, on n'a pas eu... Vous n'avez pas eu le temps, hein, hier, en fait, on n'a pas eu trop le temps, mais bon, pour avoir passé déjà certains mois de Ramadan ici en Algérie, je connais l'ambiance qu'il faut. Y a pas de souci. Alors, vous êtes déjà venu assez souvent ici en Algérie pour depuis l'enfance. les spectacles? Depuis l'enfance, non, pour les spectacles. Pour la musique, non, c'est ma 2e fois. L'année dernière, on était venu pour un grand concert au profit du Croissant Rouge sur la place de la Grande Poste. Oui. C'est super, et là, cette année, on revient à la même période. Vous avez un petit peu testé l'ambiance et testé un petit peu... c'est eux qui m'ont testé, moi j'ai testé personne. Mais ça s'est très bien passé. Avec le public surtout, vous avez pris un peu la température, vous savez ce que c'est que le public algérien maintenant? Bah, le public algérien, comme tous les autres publics du monde, mais là c'est un peu particulier, on est nous-mêmes algériens, on revient dans notre fief. Donc voilà, ça fait toujours du bien de les visiter, ça fait toujours du bien de les revoir. Et puis on a des fans et des équipes de fans qui nous suivent à travers les réseaux sociaux toute l'année. Donc dès qu'on arrive à Alger, on essaie de les rencontrer au maximum. Exactement. Alors vous avez donc 3 albums, le tout dernier est sorti? Est sorti en janvier, le 26 janvier, il s'appelle Affranchi. Affranchi, depuis vous avez fait une bonne presse aussi? Ça va, ça s'est bien passé. Au niveau des ventes, on est toujours disque de platine, ça se passe bien. Bravo. Voilà, on avance, on bosse. Wow. On bosse. Bien. Alors bien entendu, tout va bien pour la musique, pour vous. C'est cool. La communication aussi, puisque vous faites des plateaux télé, radio, ici chez nous. Vous allez faire aussi des spectacles et des tournées. L'été s'annonce chaud aussi? L'été s'annonce chargé. Chargé en boulot, ouais. Beaucoup de travail et puis pas mal de dates à travers l'Europe et en Afrique. Donc voilà, on a une tournée en Espagne, une autre en Italie, une autre au Portugal. On revient ici en Algérie, Inch'Allah, j'espère pour le mois d'août. Et puis ceux qui veulent nous voir, on est déjà présents aujourd'hui et ça se passe demain à l'Esplanade Ardis. Voilà, à partir de 22h. 22h, 23h dans ces eaux-là. C'est ça. Sinon, on parle un petit peu de ces rappeurs et surtout les rappeurs qui aujourd'hui choisissent des thèmes vraiment d'actualité, qui sont toujours pour la défense aussi, donc des causes, revendicatifs. Surtout des causes justes. Un peu revendicatif. C'est ça. C'est un peu, le mal-être des jeunes, ça a toujours été ça le rap. C'est la base, c'est sa base en tout cas, c'est clair. Après il y a du rap. Il y a le rap français qui est très particulier, le rap américain bien sûr. En Algérie, vous avez aussi des contacts avec des rappeurs? Bien sûr, en Algérie, il y a une grosse école, grosse école de rap qui est en train littéralement d'exploser. Je pense à un emblème, un symbole
qui cartonne chez nous et qui s'appelle Soul King, qui est un artiste que je produis sur mon label. Et donc, voilà, c'est une école qui est vraiment en train d'émerger, il se passe vraiment quelque chose. Le rap actuellement a ce rôle-là en Algérie, ça veut dire que c'est vraiment ce rôle revendicatif et de fédérer les jeunes et vraiment passer des messages. Le rap français avait passer des messages aussi, cet ADN. Juste, surtout, et sain. Bah oui, c'est la base. Et puis le rap français vient de cet ADN aussi. Pareil, et puis tous les raps du monde après tout. Mais c'est vrai qu'en France, le divertissement a pris aussi le dessus. Il y a du rap un peu pour toutes les ambiances de la journée. Et c'est vrai que le rap algérien est marqué par cette envie de dire des choses et de parler de faits de société. Voilà, bien sûr. L'effet de société pour vous, c'est quoi aujourd'hui? Les faits de société, ça va être peut-être certaines difficultés qu'on rencontre au niveau de tout, au niveau de sa construction personnelle, de l'emploi, d'un million de choses qui touchent tous les jeunes du monde en réalité, et pas qu'en Algérie. Et il y a une période peut-être où on a envie d'en parler, et quand on est issu de cette culture urbaine qu'est le rap, et ben on se sert de ces outils pour en parler. C'est vrai. En Algérie, c'était une période où on parlait beaucoup donc, de Haraga, les jeunes qui prennent bien sûr la mer et qui partent aller retrouver l'Eldorado ailleurs. Il y a eu ça qui revenait à chaque fois. Chez vous, c'est autre chose, c'est peut-être des difficultés de banlieue, les difficultés aussi donc d'insertion d'une certaine catégorie de jeunes aussi. D'une certaine manière, oui. Et puis de toute façon, en France, quand on grandit en banlieue en France, on est tous mélangés avec tout le monde. Il n'y a pas que des Algériens. Il y a des réussites aussi extraordinaires. Il y a des grandes réussites, on en parle souvent. Et souvent, on essaie de tirer le message au positif. Au lieu de taper sur tout ce qui ne va pas. Il faut savoir aussi parler de tout ce qui va, de tout ce qui se passe et aller dans le bien. Voilà, tout simplement. Aller dans le bien. Vous avez cette lourde tâche aussi parce que vous êtes aussi leader. Quand on dit leader d'un groupe, leader de jeunes, vous êtes toujours ce porte-parole de ces jeunes. C'est un rôle un peu particulier, mais et d'ailleurs qui me fait très peur. Mais si ce que je dis peut en inspirer certains, j'en suis très content. Voilà. C'est ça en fait. Aujourd'hui, partager aussi des événements, partager aussi des expériences de vie. Et vous êtes aussi, vous allez rencontrer d'autres jeunes aussi qui ont soit réussi, que vous allez aussi aider, d'autres jeunes que vous allez peut-être aider et orienter. On le fait pas mal au travers d'un programme qu'on a lancé qui s'appelle Rentre dans le cercle, qui cartonne sur YouTube et qui arrive à la télé en France, et j'espère très vite en Algérie. C'est une émission de découverte, c'est une émission de tremplin tout simplement, où les jeunes peuvent venir faire leur live, s'exprimer sur des émissions qui font des millions de vues, qui deviennent des vitrines et qui les font connaître très souvent. C'est une autre forme de télé-réalité. C'est différent. C'est une autre forme de télé-talent tout court. C'est la télé-réalité, c'est pas très reluisant. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc non, on est vraiment dans le talent brut. On est vraiment dans la découverte de talent brut et on est dans le moment. C'est exactement ce que vous disiez, on est dans l'instant. Voilà, un moment devant une caméra avec un public, il se passe quelque chose et on retranscrit ça du mieux qu'on peut dans nos programmes. Et puis voilà, toujours être accessible aux plus jeunes, à ceux qui ont cette passion, qui ont envie de la développer. C'est normal. Être dans le partage aussi surtout. C'est le minimum. Si on n'est pas dans le partage quand on fait de la musique, il faut changer de métier. Exactement. Alors, quel spectacle vous allez offrir au public algérien? Donc, je vais surtout lui chanter tous ces titres qui tournent en radio, qui tournent en télé et pour lesquels on me sollicite. Je vais lui chanter ce que j'ai de meilleur et j'espère lui donner vraiment ce que j'ai de meilleur et partager un grand moment comme on a pu le faire l'année dernière. Un petit refrain? Ouh là là. On live comme ça dès le matin. Sans filet, sans rien du tout. Sans filet, sans filtre. Sans filtre, sans musique. On va se faire un refrain qui tourne très bien en concert. Alors avec la voix du matin, ça va pas être facile. On va essayer. Il fait mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Voilà, bravo. Excusez-nous de vous demander ça de bon matin. C'est vrai que c'est difficile pour les artistes, mais on le fait comme ça, c'est un exercice comme ça. Votre public va vous suivre sans filet, comme ça, on va venir vous applaudir. Les fans seront là, Inch'Allah, bien entendu, pour pouvoir vous applaudir. Alors, peut-être une actualité, encore une fois Plein d'actualités, on a d'ailleurs ces concerts qui se profilent au fur et à mesure de l'été. On a
a plein de projets pour la fin d'année. On a 2 films qui sortent, donc de long métrage au cinéma, un qui sortira fin octobre et un autre fin novembre. On a pas mal de choses, Donc une actualité riche. C'est cool, et puis surtout, venez nous suivre et venez voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout simple. Vous allez retrouver Fianso, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, et surtout pour tous les fans, bien sûr, de ce genre musical, le rap, vous allez le retrouver demain soir au niveau donc de Dardis. Ça sera à partir de 22h, 22h30. Ouais, dans les eaux. Voilà. On s'adapte à Ramadan, on s'adapte. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup, à vous. Bonne chance à vous, et puis pour le spectacle surtout, et à très bientôt. À très vite. Puisque vous avez dit que vous allez revenir en été. J'espère. Donc on se retrouvera probablement pour avec grand l'annonce. plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous de me recevoir. N'oubliez pas donc demain à partir de 22h30 au niveau donc à Dardis, et bien entendu l'esplanade d'Artis pour aller voir Fianso en spectacle. Merci beaucoup. On continue l'émission. Je vous invite tout de suite de retrouver cette boucle. On se retrouve juste après. Voilà, de retour sur le plateau, on accueille comme il se doit, avec le sourire et avec beaucoup de joie, donc Soraya Bouatba, notre amie de la radio Chaîne 3. Bonjour Soraya. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Sahardanek. Allah yisselbek. J'allais dire Saharidek, mais ça vient bientôt. C'est pour c'est bientôt. dans cette belle opération que vous engagez. Exactement. Surtout avec les enfants chaque année. Soraya est toujours avec les enfants, soit dans cet élan donc, de générosité avec bien sûr la nature, le partage, etc. Soit avec aussi l'Aïd et bien sûr cette récolte de jouets à travers bien entendu la radio et bien sûr les réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Il faut dire que c'est une opération qui revient pour la 11e année. Donc, on a commencé, tout à fait, on a grandi depuis, hein, c'est pas possible. Et donc, c'est une opération qui a été lancée par la Chaîne 3 et adoptée par toute la radio algérienne, ainsi que tous nos partenaires, surtout les auditeurs qui reviennent chaque année, le même jour, à savoir le jour de l'Aïd, pour rendre le sourire à ces enfants qui n'ont pas justement cette possibilité d'aller chez eux. Vous savez très bien que les hôpitaux ne donnent pas forcément l'autorisation à tout le monde pour sortir. Hein. C'est sûr, c'est difficile. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens non plus. Ils sont malades, ils ne peuvent pas se permettre, par exemple, de prendre l'avion. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, il y a ceux qui préfèrent rester à l'hôpital pour avoir une surveillance médicale en permanence. Et donc, le jour de l'Aïd, ça devient un petit peu difficile pour toutes ces personnes. Et c'est à travers le territoire national, bien sûr. Donc, nous, on essaye... Par le biais de la radio algérienne, on a cette possibilité de rentrer en contact avec des millions de personnes, par le biais aussi de la télévision. Vous avez toujours été nos partenaires. On a toujours eu cette occasion de vulgariser, de mettre en avant toutes ces opérations, les opérations lancées par la radio. Et justement, on essaye de pousser un maximum de personnes d'aller faire ces enfants le jour de l'Aïd. Alors comment? Vous allez me dire comment? Bien, chaque année, c'est la même chose. Donc c'est vrai, vous allez me dire, c'est l'Aïd, les gens préfèrent aller chez eux, avec leurs parents, on n'a généralement pas le temps. Ben, vous pouvez tout simplement déléguer une personne. Faites une collecte tout au long de ce mois, il vous reste une semaine, et essayez de trouver une personne. Et vous y êtes tous les jours, depuis, en direct. Sérieux,
même avant l'opération Un enfant, un jouet, un sourire, il y avait aussi d'autres opérations. On essayait de faire des petites opérations. Ça, c'est une opération qui a pris de l'ampleur. C'est une opération qui est devenue nationale. Mais cela dit, on faisait... d'ailleurs, de manière individuelle. Non, je salue Selim Saïd, on le faisait via l'émission Trait d'Union à l'époque et tout. Quand je suis rentrée à la radio, je suis rentrée directement dans cette émission. Donc, on faisait des petites opérations. Mais à partir de 2009, c'est devenu une opération nationale à travers les 48 wilayas. Donc tout au long de Ramadan, avec notre partenaire, le Croissant Rouge, qui met à notre disposition à la fois les locaux, parce qu'on n'a pas à stocker, on est une radio, c'est tout. Alors, on n'est pas une association. Et donc il y a le Croissant Rouge qui a toujours été là. Pour montrer l'élan de générosité des Algériens. À travers ses locaux et à travers son personnel. Parce que le jour J, on a besoin de personnes pour distribuer tout ce qui a été collecté. Pour pouvoir récolter tout cela, pour trier tout ça. Parce que quelquefois, il faut faire attention. Quelquefois, c'est des jouets tout neufs. Quelquefois, c'est des jouets qui ont quand même eu des vies aussi auparavant. Exactement, une histoire. C'est très mignon. Ça, c'est très bien de voir un jouet revivre à travers un autre enfant. Je trouve ça super mignon, bien au contraire. Mais il faut juste surveiller. Il faut dire que le danger, c'est pas ne réside pas, par exemple, si c'est nouveau ou ancien, non, c'est pas ça. Le plus important, c'est le jour où vous allez pour distribuer. Essayez de lire, parce qu'on a tendance à oublier de lire l'âge par rapport à ces enfants. Non, par rapport aussi aux produits, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas destinés aux enfants. Des produits avec des petites pièces, parce qu'un enfant risque de les avaler. Exactement. Quand on achète, par exemple, les crayons de couleur, on essaye de faire attention pour acheter, pour éviter tout ce qui est pas très commode pour les enfants, à savoir des choses de mauvaise qualité, des contrefaçons, surtout pour les crayons de couleur et tout. L'enfant, il a cette habitude de mettre tout à la bouche et tout. Donc, il faut tout simplement essayer de choisir votre produit. On ne vous demande pas d'acheter 36 000 millions de jouets. C'est juste un petit jouet qui va rendre le sourire le jour J, mais il faut que ce jouet soit de bonne qualité. Quand vous distribuez, essayez d'éviter un petit peu, regardez l'âge, demandez conseil aux médecins. Il ne faut pas oublier que ces enfants sont accompagnés de leurs parents. N'hésitez pas à leur poser la question. C'est très, très important. Et bien sûr, vous allez au niveau des hôpitaux uniquement ? Non. Les hôpitaux, les pouponnières, par exemple, moi je l'encourage depuis quelques années. Si vous avez un voisin, généralement ça commence par les voisins, si vous avez un enfant qui n'a pas justement la possibilité d'acheter un jouet le jour de l'Aïd, c'est connu. L'Aïd, généralement on donne de l'argent aux enfants et tout, et ils commencent à acheter tout et n'importe quoi. Faites très attention, les pistolets et tout. Non, c'est pas bon. Faites attention. Même pour les jouets, non, il faut pas du tout encourager la violence et tout. Éviter tout ce qui est pistolet. Achetez des ballons, c'est mignon. Ça fait plaisir, les ballons, ils adorent ça. Les ballons. Ce qui est bien, c'est qu'un ballon, l'enfant ne joue jamais seul. Donc, il invite généralement d'autres enfants à venir se joindre à lui et ça crée justement cette convivialité et ce partage aussi. Leur c'est très important. Tôt, bien sûr, à partager et leurs jouets et leurs affaires aussi. Exactement. Alors les pistolets avec les petites billes, les machins, les petits trucs et tout, c'est dangereux. C'est très très dangereux. On a assisté à des accidents et franchement évitez tout ça. Et donc je le disais, pour les gens qui n'ont pas justement la possibilité de donner de l'argent à leurs enfants, essayez-vous, ne donnez pas de l'argent, parce que moi je suis contre, à part les parents et tout, ne donnez pas de l'argent. J'aime pas quand on donne de l'argent aux enfants. L'enfant ne doit pas manipuler l'argent, mais achetez-leur juste un petit jouet s'il y a un petit voisin, si vous voyez, parce qu'il y a toujours, on peut les détecter, on peut les voir, et surtout entre et ça fait tellement plaisir. Les enfants sont très contents d'avoir un petit jouet. Quelquefois c'est rien du tout, mais c'est la nouveauté, c'est voir cette nouveauté, ce nouvel objet qu'il n'avait pas, découvrir. Il va peut-être le laisser 5 minutes après, mais ça lui aura fait plaisir durant toute la journée. Et je le conseille toujours, par exemple, pour les enfants qui sont à l'hôpital, essayez, moi je favorise surtout
du papier de bonne qualité pour dessiner, des livres de coloriage. Donc, c'est des activités qui permettent à l'enfant un petit peu de s'occuper des livres. C'est très bien de mettre le livre au goût du jour, inciter les gens à lire. Bien sûr, il y a des de beaux livres, images, sérieux, il y a de très très beaux livres. Donc, si vous avez, par exemple, les moyens d'acheter de beaux livres, n'hésitez pas, c'est très très intéressant. Alors, les petites voiturettes avec le truc là en plastique, avec des roues qui se détachent facilement. Il faut faire attention. Peluches avec des nez qui se détachent facilement des yeux et tout. Généralement, on a peur, il faut faire attention. Et les gâteaux, s'il vous plaît, les gâteaux, c'est pour les gardes malades. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le principe de l'Eid Saghir. Donc, c'est tout le monde qui ramène des gâteaux et tout. Et donc, évitez de donner les gâteaux directement aux enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont qui suivent un régime en particulier et tout ça. Bien sûr, et c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, pour tout ce qui est spécifique, n'hésitez pas de demander conseil aux médecins. Aux médecins, c'est bien très, sûr. Très important. Alors, dites-nous, Soraya, comment ça se passe la journée, puisque vous récoltez depuis le premier jour de Ramadan. Vous avez donc repris avec cette opération, donc les gens connaissent, ils savent, voilà, c'est un réflexe, ils savent à qui s'adresser. Et quand vous récoltez, vous avez jusqu'à présent récolté combien, à peu près? Franchement, on n'a pas fait l'inventaire, donc on passe pas dans les locaux pour voir la situation. Vous devez avoir justement des bénévoles pour pouvoir trier. Généralement, c'est le Croissant Rouge, c'est les bénévoles du Croissant Rouge, et donc ils vont emballer, etc. Le jour J. C'est vrai qu'avec Mahdi... et vous êtes présent, hein, le jour J. Ah bah oui, le jour J. Vous faites une émission en direct. Une émission, ainsi que tous nos correspondants à travers les 48 wilayas. Il y a même des auditeurs, d'ailleurs, qui sont restés fidèles à l'opération, qui essayent de jouer un petit peu aux reporters à travers les 48 wilayas. Donc, franchement, je trouve ça magnifique. Pour pouvoir un petit peu nous donner voilà, une ambiance que vous voir où en est la transmettez. situation. Hein. Oui, que vous transmettez. Vous arrivez à distribuer un petit peu à tous ces enfants sur tout le territoire? On arrive. Voilà, avec vos correspondants. Exactement. C'est magique. C'est incroyable. Voilà. Incroyable. Les Algériens, ils sont connus pour ça, de toutes les façons. Il suffit de lancer l'appel. C'est aussi le principe de la radio. On a cette possibilité de donner le là. Et c'est génial de voir tout ce beau monde se mobiliser autour d'une opération destinée aux enfants, justement pour rendre le sourire aux enfants. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau quand on arrive le matin et on voit toute cette effervescence des clowns. Vous avez l'habitude, vous savez y faire avec les enfants, Soraya. On vous a vu plusieurs fois à travers vos émissions que vous aviez animées pendant des années, à travers l'enfance et tout. C'était magique. Et vous aimez, vous le rendez bien, hein, ces enfants. Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire encore davantage. Inch'Allah. Mais sinon, vous avez aussi vos habitudes à travers la radio. Vous êtes toujours dans la culturelle cette fois-ci. Ah oui. Et Firmdan, ça a été pareil aussi? C'est la culturelle, oui, la culturelle. Toujours. Les chansons, le patrimoine. Une chanson, une histoire, pour essayer un petit peu juste de donner des idées aux gens. De donner des idées à ceux qui nous écoutent, pour renouer un petit peu avec notre beau patrimoine musical. C'est incroyable, en préparant justement cette rubrique qui a quand même 2 ans. Hein. Et là, j'arrive à la fin de la 2e saison et je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de chansons algériennes et je me dis, c'est incroyable, c'est génial. Je ne savais pas que je connaissais autant. Très riche, oui. Et je me dis que c'est très bien de connaître un petit peu son patrimoine, et parce qu'on a des chansons magnifiques, des chansons qui ont des histoires. Qu'il faut remettre au goût du jour, surtout. Il faut remettre au goût du jour. Connaître à cette jeune génération. Ce qui est bien, c'est qu'il y a cette nouvelle scène qui essaye un petit peu de raviver tout ce patrimoine avec une nouvelle touche. Ils essayent un petit peu de moderniser. Ça peut heurter un petit peu la sensibilité des anciens qui veulent conserver. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Genre, les jdid, c'est magnifique de pouvoir remettre au goût du jour certaines de nos chansons. Ça va peut-être inciter cette nouvelle génération à revenir un petit peu en arrière et de vers exactement la source et d'écouter la véritable chanson. Magnifique. Et je trouve que c'est magnifique. C'est la fin, Soraya. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée surtout, et surtout bon courage pour cette opération. Un enfant, un jouet, un sourire. Exact. Bonne chance à toutes vos équipes surtout, et puis j'espère que les enfants auront le sourire et vous serez au rendez-vous pour leur donner en tout cas le jour de l'Aïd. On dit bravo encore une fois à tous ceux qui ont réussi à leur examen de fin de cycle primaire. Bravo à ceux et ces enfants.
Je rappelle, pour ceux que j'ai pas cités aussi, Ahmed Bounegzreg, c'est cela. Bravo à Khalil Dib, Mahmoud Zitouni et Yanis Radnaï. Bravo à ces enfants qui ont réussi à l'examen de fin de cycle primaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Et on vous dit bonne journée et à demain, 9h, avec Mahrez Rabia. Au revoir. لو كان الحجار يذوبوك القفار ينحطب بعشوبوك من شدة الهوى وكروبه لو كان واد مزروب ولا رياض مخصوب لو كان واد مزروب ولا رياض مخصوب هادو حروب الهوى والعشق مصيبة في أول مبدأ هكذاك تمام وشواه طالت سيدي هادو الغيبة طونوبيل كنا نربح طونوبيل كيفاش نربح طونوبيل في مسابقات تشور بلادي وانتم على راكو حابين تدوها ما عليكم أن تبعتوا رسالة في 66 026 ترارارا. هي ذشرة ذات منظر خلاب تحتوي على جامع وزاوية معروفين أهلها بالطيبة والكرم، والغنم والماشية هي راس مالهم. وين موجودة ذشرة اليوم؟ أولاً في ولاية قالمة، ثانياً في ولاية مسيلة. سيما موتورز تهديكم أسبوعياً سيارة هيونداي غراند إيديس، وفي المسابقة الكبرى يوم العيد تهديكم هيونداي توكسون. شاركوا، ابعثوا SMS على الرقم 66026. اغتنموا الفرصة وما تضيعوهاش. SMS رايح تحقق حلمك وتغير حياتك. مع خدمة حسنات للموبايل شخص هاتفك بالعديد من الخدمات الدينية. ما عليك إلا أن تبعث أشعة إلى الرقم 63030، آية قرآنية وأحاديث، رنات، فيديوهات، أناشيد وأغاني، أدعية مشخصة، تسبيح إلكتروني، خلفيات الهاتف. ما تنساش ابعث الآن أشعة إلى 63030. ترقبوا مشاهدينا كل يوم مسابقة دشور بلادي اللي رايحين تربحوا من خلالها هدايا قيمة. تهديكم سيما موتورز سيارة إيديس أسبوعياً. أما الجائزة الكبرى اللي راهي تستنى فيكم سيارة فخمة هيونداي توكسون. شاركوا، ابعثوا SMS على الرقم 66026. اغتنموا الفرصة وما تضيعوهاش. بSMS رايح تحقق حلمك وتغير حياتك. لازم تشاركوا، راهي فرصة ما تتعاودش. بعد قوة في أداء مسارنا الطويل ودقة متناهية في صناعة منتوجاتنا، تميز عن باقي العلامات، ونظرتنا البعيدة إلى تطوير استراتيجيتنا والحفاظ على جودة المنتوج هي سبيلنا. وصلنا إلى تطلعاتنا وقدمنا لكم أفضل منتوج ذو خبرة وكفاءة بعد 100 سنة من العطاء. نيزير إسبريسو، moins cap, moins life. Parce que le halal n'est pas qu'une question de sacrifice, mais avant tout un rapport de respect et de tendresse envers l'animal. Des conditions d'élevage irréprochables,